Alors, tout à l'heure, vous aurez les informations notamment concernant cette cour royale de Tibélé. Il faut rappeler que c'était en juillet 2024 que ce site a été rajouté patrimoine mondial de l'UNESCO. Et au niveau de cette cour royale de Tibélé, vous avez bien sûr régulièrement des guides qui sont positionnés pour vous faire découvrir cette cour royale, mais surtout aussi vous expliquer l'architecture murale de la cour royale de Tibélé qui fait la différence. On va regarder le témoignage et puis écouter attentivement sur l'histoire et puis on revient. La cour royale de Tibélé, avec ses belles peintures murales, ou encore nous l'appelons la commune des 1000 couleurs. Les gens ont tendance à vraiment venir visiter ces 1000 couleurs-là parce qu'il n'y a plus un autre coin où il y a ces peintures-là. Même si vous verrez des coins où il y a ces peintures-là, c'est très différent de ce que nous faisons. Et c'est très différent puisque la technique même de pouvoir faire ces peintures-là est différente des autres. Par exemple, il y a des matériaux que nous utilisons pour faire, ce sont des matériaux traditionnels où ça ne se trouve pas partout ailleurs. Avec les changements climatiques, là, bien vrai que c'est un peu compliqué, mais avec ce changement-là, nous essayons toujours, avec la collaboration de nos mamans, de trouver ces matériaux qui ne sont pas à côté, mais à la frontière ghanéenne, pour qu'enfin elles puissent quand même redonner l'image datant de nos parents. Le sérieux problème qui fait que c'est ainsi là est que les maisons sont vraiment en ruine. Puisque vous voyez même les eaux de pluie qui tombent de ces dernières années où nous n'arrivons plus vraiment à retenir ces maisons-là. Voilà. Et si vous voyez bien, il y a une différence de construction. Et cette différence d'aujourd'hui là, ça nous a vraiment emporté. Puisque la manière dont nous construisons les maisons et d'aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Actuellement, nous construisons avec des briques. Et là, ce n'était pas des briques qu'il faudrait construire avec. Et pourquoi nous construisons avec des briques? Parce qu'il y a manque de moyens. Ça fait que nous ne pouvons pas reprendre le système, mais c'est d'aller avec les briques là. C'est un peu ça la particularité. Les conditions pour visiter le palais, nous avons jusqu'à 3 modalités. En fait, 2 modalités pour l'entrée. La dernière modalité, ça c'est pour le guidage. Pour l'entrée, nous avons 2 tickets d'entrée. Il y a les tickets nationaux et les tickets internationaux. Les tickets nationaux, ça coûte 1000 francs par personne. Et les tickets internationaux, ça fait 5000 francs par les occidentaux, pas les internationaux. Et c'est avec ces recettes que nous avons encore, nous recevons là, nous essayons de collecter ça pour pouvoir relancer la peinture. Nous allons découvrir les titres qui marquent l'actualité ce matin avec Alphonse Ouedraogo qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. L'actualité aujourd'hui est marquée par divers sujets qu'on va découvrir avec toi. Tout à fait, et allons donc découvrir ces sujets ensemble. Je commence avec le quotidien Bobolais L'Express du Faso qui affiche fonds de soutien patriotique, plus de 33 milliards de francs CFA mobilisés au premier trimestre de 2025. Lutte contre le terrorisme, le ministère de la Sécurité recherche des malfaiteurs, c'est-à-dire dans la rubrique Autant le dire. Montée des couleurs, Mariama Konaté Yanou invite au maintien de l'ordre et la discipline. Actu, commentaire, ils ont dénigré les médias pour mieux mentir sur les réseaux sociaux, écrit le journal. Police municipale de Bobo, 25 nouveaux agents en renfort. Cannes U17 Maroc 2025, les étalons en route vers les quarts de finale, écrit le journal. À Sabou, la gendarmerie nationale a démantelé des fournisseurs de drogue. Le journal Sidoaya, lui, nous parle ce matin de cette sortie du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Et le chef de l'État déclare: nous serons impitoyables et sans état d'âme face à ceux qui pensent pouvoir se mettre en travers du développement de notre patrie. On entend sa rubrique On murmure. Le journal nous annonce qu'un réseau de fournisseurs de drogue a été démantelé. Un sexagénaire meurt dans une chambre de passe. C'est un autre titre du journal. Fonds de soutien patriotique, plus de 33 milliards de francs CFA de contribution au 23 mars 2025. Toujours avec Cédoya, production, distribution et transport de l'électricité au cœur des infrastructures à Bobo-Dioulasso. Ministère en charge de la communication, 90,09% de taux d'exécution des activités en 2024.
Écrit le journal. Association de malfaiteurs en relation avec les entreprises terroristes, plusieurs individus recherchés. Le journal Le Quotidien barre à sa une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, 32 individus recherchés. Déblocage de 25% des dépôts à terme des sociétés d'État. Les banques doivent répondre positivement à l'appel du chef de l'État et qui déclare donc Mohamed Congo, un acteur de la société civile. Fonds de soutien patriotique, plus de 33 milliards de francs CFA mobilisés au premier trimestre de l'année 2025. Lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants. 4 personnes interpellées à Sabo, écrit le journal. Le journal Aujourd'hui au Faso, à sa une ce matin, affiche Burkina Faso, wanted à l'encontre de 32 personnes liées à des activités terroristes. IB à l'orée de ce deuxième trimestre 2025 clame donc la vigilance éternelle égard aux ennemis de la révolution. News du jour, dans cette rubrique, on peut lire comme Silga, honneur des élèves au drapeau devant le ministre Dengara. Kémy Séba réagit après son arrestation à Brazzaville. Les ministres des Affaires étrangères de l'AUS sont à Moscou, nous apprend le journal. Alassane Dramane Ouattara, bien vivant, écrit le journal. Guinée, référendum constitutionnel le 22 septembre prochain. Le journal L'Observateur Palga barre à sa une ce matin, IBE au sujet des ennemis de la nation déclare: du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours, mais nous les attendons. Situation nationale toujours, 32 personnes activement recherchées, écrit le journal. Fonds de soutien patriotique, plus de 33 milliards de francs CFA mobilisés au premier trimestre de l'année 2025. Affaire multiplication d'argent, un gabelou dans le Canari d'un septuagénaire, écrit le journal. Reprise alimentaire après le jeûne, privilégier des repas légers au début pour laisser le temps au système digestif de s'adapter. Ce sont donc les conseils de Yasmine Sandrine Zerbo, nutritionniste diététicienne. C'est à lire dans la rubrique carnet de santé de l'Observateur Palgam. Terminons avec le journal Le Pays. Le journal Le Pays, dans sa parution du jour, nous apprend ceci. Ibrahim Traoré, président du Faso, déclare: nous sommes bien en révolution progressiste populaire. Fonds de soutien patriotique, plus de 33 milliards de francs CFA mobilisés durant le premier trimestre de l'année 2025. Œuvre de miséricorde spirituelle, conseiller les affligés, c'est-à-dire à la page 9. Lutte contre la tuberculose, appel à la mobilisation collective est lancé à la page 4 du journal. La révélation, Conseil d'État, François Compaoré renonce à son visa français. Actu Sport, Adama Guira, responsable du développement du football masculin dans la zone Ouest B. Merci bien pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité, débutant par ces 32 personnes recherchées par les autorités burkinabées pour association de malfaiteurs en relation avec des entreprises terroristes. Oui, c'est le ministère de la Sécurité qui a donc fait cette annonce hier au cours donc de la matinée, une annonce qui informe l'opinion nationale et internationale que les Burkinabés, au nombre de 32, sont donc recherchés pour leur implication ou en tout cas pour association de malfaiteurs avec des entreprises terroristes. Vous savez que nous sommes acculés aujourd'hui, ici nous sommes acculés aujourd'hui de part et d'autre, bien entendu, c'est parce que il y a des gens qui ont pris des armes contre donc le pays, et ces gens ne travaillent pas seuls, il y a des complices, et je pense que c'est pour éradiquer ce phénomène que le ministère ou du moins le gouvernement se met vraiment à l'œuvre pour rechercher tous ceux-là qui sont donc impliqués, qui soutiennent d'une manière ou d'une autre ces mouvements terroristes-là qui endeuillent donc la population. Et ce qu'il faut retenir, c'est que
Parmi ces personnes citées, il y a des visages bien connus. Quand on parle de Newton Ahmed Barry, il a été donc président de la CENI au Burkina Faso dans une époque donnée. C'est aussi un ancien journaliste. Quand on parle aussi de Maxin Sommet, il est aussi connu avec ses écrits sur les réseaux sociaux. Naïm Touré, un activiste et d'ailleurs un repris de justice parce qu'il a été jugé et condamné, mais il n'a pas pu purger sa peine totalement. Quand on parle d'Aminata Aracho, Aminata Aracho, elle est aussi bien connue sur les réseaux sociaux de par donc ses écrits. Abdoulaye Barry, un ancien journaliste également, bien connu dans les plateaux de télé, même jusqu'à la TV, d'une époque récente. Donc, c'est des têtes bien connues et bien d'autres personnes qui ont été citées, tout comme Aziz Diallo, l'ancien député maire de Douri. Donc, toutes ces personnes-là, comme d'autres, sont en tout cas activement recherchées par les autorités burkinabées parce que c'est des gens cités pour en tout cas avoir des connivences avec les groupes terroristes qui écument notre pays, qui endeuillent vraiment le Burkina Faso. Et je pense que cette annonce du ministère de la Sécurité vise à demander la contribution de tout un chacun à travers bien sûr des numéros verts qui sont communiqués pour en tout cas que l'on arrive à leur arrestation. Merci Alphonse. Deuxième sujet, on s'intéresse maintenant à cette sortie du président du Faso qui annonce que nous sommes en révolution progressiste populaire. C'est ce que le président a laissé entendre hier. Oui, le chef de l'État a donc fait cette annonce hier à l'occasion de la traditionnelle montée des couleurs au palais de Koulba. Alors, c'était une occasion pour le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de mettre les points sur les i pour que les uns et les autres comprennent la trajectoire en cours, parce que même si cela a pris du temps, même s'il a mis du temps, en tout cas avant d'éclater le sujet, le président du Faso a été clair. Nous sommes en révolution progressiste populaire, ce qui veut dire que il n'y a pas à faire un pas sans le peuple et on doit avancer ensemble. De ce fait-là, il entendait par là que les gens comprennent que le Burkina Faso doit se mettre donc dans ce registre-là si réellement nous voulons nous développer. Et mieux, aucun pays de ce monde ne s'est développé sans passer par la révolution. Et sur cette question, je dirais que c'est juste que ce soit la France, elle a connu sa révolution, ce qui a été donc le début de son envol, jusqu'à arriver là où elle est aujourd'hui. Que ce soit aux États-Unis, nous avons connu la révolution industrielle. Dans d'autres pays, partout il y a eu des révolutions, tout comme la Chine. Mais si vous ne faites pas ça, c'est difficile en tout cas de vous tracer votre chemin. Et cela dit, c'est comme aujourd'hui quand vous dites publiquement que votre pays se met dans ce registre, vous êtes en révolution, c'est comme si vous étiez contre certains pays, mais ça se comprend. Des pays qui sont déjà développés aujourd'hui veulent que nous restions toujours dans cette moule de démocratie, parce que pour eux, se mettre en mouvement révolutionnaire, vous allez vous tracer votre chemin, vous n'allez pas pouvoir être contrôlé, canalisé, mais c'est l'esprit de la soumission qui plane toujours sur vous. Donc, je pense que, tel que dit, les uns et les autres vont comprendre que le Burkina Faso est en train de tracer son chemin. Nous l'avons expérimenté en 4 bonnes années, de 1983 à 1987. Malheureusement, ce n'est pas allé loin. Cette fois-ci, le chef de l'État, revenant donc sur ce chemin-là, bien sûr avec beaucoup de nouveautés, entend vraiment faire décoller le Burkina Faso avec les Burkinabés, et à l'occasion, il met en garde
les ennemis. Et tu as dit, hein, tu as parlé de 87, lui-même il a dit qu'il y a des gens qui ont toujours la nostalgie de 87. Tout à fait. Mais bon, les générations ont changé, les époques ont changé, oui. Donc ça ne se reproduira plus. Oui, quand il parle donc de ce qui s'est passé en 1987, c'est en parlant des ennemis, étant donné que nous sommes en train de nous tracer notre chemin, avec l'esprit révolutionnaire, bien entendu, ça ne plaira pas à l'impérialisme parce que ils trouveront que nous allons nous en sortir. Ça ne plaira pas surtout à ceux-là qu'il a qualifiés d'ennemis de la nation. Et ces gens certainement vont se positionner, vont essayer de repositionner, en tout cas de trouver des stratégies pour se mettre en travers notre chemin tracé. Et c'est eu égard à cela que le chef de l'État dit qu'en tout cas ce qui s'est passé en 1987 ne va plus se reproduire. Vous savez que c'était un jour fatidique, le jour où le capitaine Thomas Sankara et bien d'autres camarades ont été tués, et cela a mis fin à la révolution qu'il avait donc entamée. Ici le chef de l'État est clair. Les erreurs qui ont été faites pendant ces époques-là ne vont plus se répéter cette fois-ci. Ils sont beaucoup plus engagés, avec beaucoup plus d'intensité et d'engagement, ce qui fait que, en tout cas, ils sont aux aguets. Si l'ennemi estime qu'il trouvera des moyens, il fera des pieds et des mains pour bloquer donc ce chemin tracé, mais qu'il se mette à l'esprit que le Burkina Faso est déjà préparé. Et il a parlé aussi des ennemis de la nation qui se retrouveraient au niveau de la lagune. Oui, au niveau de la lagune, c'est vrai qu'il n'a pas cité de pays, mais suivez mon regard. Quand on parle des ennemis qui sont au niveau, qui se trouvent en tout cas au bord de la lagune, ça veut tout dire. Nous sommes entourés par des pays côtiers et nous savons où beaucoup de ceux-là qui sont recherchés ou qui ont eu à faire des déclarations se trouvent aujourd'hui. Donc immédiatement, on peut savoir de quel pays le chef de l'État parle ici. Que ces gens comprennent que l'information est déjà portée au niveau de Burkina Faso. Le gouvernement sait depuis quelques jours que ces personnes-là sont réunies, en tout cas au niveau de la lagune, et se donnent certainement des idées, mais il n'y a pas foutu un chat. Le gouvernement burkinabé, l'État burkinabé est préparé pour en tout cas apporter la riposte qu'il faut contre quiconque en tout cas essaierait de plonger notre pays dans le chaos. Et il le dit, des opportunistes se sont jetés dans le bateau de la révolution, mais ils n'iront pas à destination. Ça aussi, ça me fait sourire et c'est bien parce que j'ai dit que le chef de l'État, avec cette déclaration, a surpris plus d'un. Dites-vous que à sa prise de pouvoir, beaucoup ne s'attendaient pas à un développement de ce genre, à une telle trajectoire, à de telles idées, au point que certains se sont jetés dans le bateau, croyant que ça allait être une affaire de quelques mois, quelques années, et puis on va organiser les élections pour qu'ils puissent en tout cas s'asseoir autour donc, de la table à manger. Donc chacun, les opportunistes sont arrivés, chacun avec ses calculs, croyant que ça allait aller très vite, on allait organiser des élections et puis ils vont se repositionner, occuper leur place comme il le faut. Donc pour le chef de l'État, depuis bientôt 2 ans, des opportunistes se sont jetés dans leur navire, dans leur bateau. Ils les ont vus venir. Ils sont avec eux. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce bateau-là est déjà en mouvement. Malheureusement, actuellement, le bateau fait face à de la tempête. Il y a des vagues qui font que le bateau ne va pas à un rythme, ou en tout cas un rythme espéré, ne va pas aussi vite. Parce que il y a cette turbulence-là au cours donc, du chemin. Les opportunistes ne vont pas tenir, ils vont tomber un à un, et le peuple le saura.
Donc, c'est pour dire que ceux qui ne sont pas venus avec honnêteté, avec sincérité, n'arriveront pas à destination. Ça, c'est clair. Si vous êtes arrivé avec des calculs, j'étais dans tel ou tel parti, ben, on n'est plus au pouvoir. Écoutez, je mets donc du côté de ceux qui sont aux affaires, avec mes calculs, croyant que les élections vont s'organiser, être organisées rapidement, et je vais occuper ma place, mais vos calculs vont tomber dans l'eau. Si vous êtes arrivé parce que vous voulez avoir des marchés, devenir riche, parce que c'est un autre régime qui est là, vos objectifs ne seront pas atteints. Si vous êtes en tout cas mis de côté des autorités parce que vous avez certainement volé, vous avez des milliards, vous ne voulez pas être donc traqué, sachez que vous n'allez pas pouvoir vous échapper. Donc à tous les niveaux, arrivera à bon port avec le mouvement En Marche, ceux-là qui sont arrivés avec sincérité, avec détermination, qui ont mis l'intérêt du pays en avant, plus que leur intérêt individuel. Donc, je pense que le message est assez clair ici, d'après donc selon les propos du chef de l'État. Et pour terminer, il dit qu'il y a des traîtres dans l'administration, dans les ambassades des pays impérialistes au Burkina. Il dit qu'ils sont là. Ça aussi, c'est évident, parce que nous avons assisté dernièrement à l'arrestation. Même si le gouvernement n'a pas communiqué là-dessus, en tant que journaliste, nous suivons l'actualité et nous avons certaines informations. Des journalistes ont été arrêtés. Il y a eu des mouvements, des militants d'un mouvement politique, comme le mouvement Sens, qui ont été arrêtés, pour ne pas les citer. Il y a eu, en tout cas, de part et d'autre, des gens qui ont été mis aux arrêts. Bien entendu, pour les autorités, c'est pour, en tout cas, savoir beaucoup de choses, parce que on n'arrête pas quelqu'un parce que on le veut, mais pour un besoin d'information. Donc je pense que si ce travail est fait, et le chef de l'État est convaincu qu'après leur arrestation, on se rend compte effectivement qu'ils sont des traîtres, c'est des gens qui travaillent à la solde donc de l'impérialisme, c'est des gens qui se comportent comme de bonnes personnes, mais malheureusement, ils travaillent donc de façon masquée, que ce soit dans l'administration, il y a ces personnes-là, que ce soit aussi au niveau de la société civile, on avance avec la casquette d'une société civile, mais du fond de leur cœur, l'intérêt est tout autre chose. Que ce soit les agents aussi qui sont au niveau des ambassades, des pays impérialistes basés au Burkina Faso, on en trouve aussi des traîtres. Ces gens sont à la solde, donc travaillent, sont manipulés par l'impérialisme. Donc pour le chef de l'État, ces traîtres et ces sous-préfets qui sont donc au service donc, de l'impérialisme, qu'ils comprennent qu'ils n'ont plus leur place, en tout cas dans la nouvelle tournure, dans la nouvelle dynamique qui est en cours au Burkina Faso. Donc c'est pour dire que la récréation est terminée. Mieux, il termine en disant que il n'y aura pas d'état d'âme pour ces personnes-là. Ils seront sans pitié pour ces personnes-là. Les autorités resteront fermes, en tout cas, pour traquer, pour en tout cas maîtriser quiconque se laissera manipuler par l'impérialisme, quiconque se laissera ou se mettra du côté des ennemis, que ces personnes comprennent que il n'y aura pas d'échappatoire. Merci bien. Merci bien, Madame pour ces analyses. On va maintenant découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. C'est à travers, bien sûr, la météo. Nous recevons pour vous ce matin Madame Adjara Drabo. Elle est membre de l'association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire et elle est chargée du suivi et évaluation dans le cadre du projet Espace civique piloté notamment par cette association. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour Madame Nkiema. Merci d'être sur notre plateau pour nous faire découvrir ou redécouvrir donc la TRDI et en même temps aussi parler de ce projet. Donc on commence par connaître en plus l'association. Rappelez-nous dans quel cadre l'association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire a été créée. Okay.
Merci beaucoup, madame. Et merci à Savane TV pour l'opportunité qu'elle offre à l'association de venir parler de ses activités afin de faire plus de visibilité pour notre association. On va vous inviter à pousser encore un peu plus la voix pour qu'on vous entende. Ok, pour dire que c'est courant 2018 que notre pays, le Burkina Faso, a connu par endroits des affrontements à caractère religieux. Ouais. Voilà. Et exacerbé par la montée de l'incivisme. Alors, cette situation va amener un groupe de citoyens à produire une déclaration d'appel au calme et à la cohésion sociale. Alors, c'est ce groupe de citoyens qui sera à la base donc, de la création en 2018, précisément le 18 septembre, de la création de l'association pour la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux. Alors cette dénomination va évoluer dans le temps pour donner en 2023 l'association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire ATRDI. Ok. Merci pour la genèse de cette association. Après, c'est quoi les objectifs d'une telle association? Alors, il faut dire que l'objectif global de notre association, c'est de promouvoir la tolérance religieuse, le dialogue intercommunautaire et la compréhension confessionnelle. Alors, de façon spécifique, donc, c'est pour amener la population à comprendre même les dangers de la tolérance de façon globale et de la tolérance religieuse de façon spécifique. Également, sensibiliser les populations et à surtout s'impliquer dans la promotion de la tolérance religieuse et du dialogue intercommunautaire au niveau de toute la société. Et également promouvoir la cohésion pacifique au sein des confessions religieuses, dans les groupes ethniques, au niveau des races et au niveau des groupes de personnes, c'est-à-dire les deux sexes. Également promouvoir et si vous voulez, je veux dire la paix peut-être oui, la paix. Oui, promouvoir la paix de façon générale. De façon générale. Merci. D'accord. Alors, on sait que la situation actuelle au Burkina, et depuis quelques années, c'est bien sûr l'insécurité. Et ce qui va avec ça aussi, c'est qu'il y a des personnes mal intentionnées qui tentent de diviser les communautés, les religions, en tout cas qui vacillent, qui passent par tout ça. Comment votre association contribue dans un tel contexte-là, en tout cas, à rappeler à ces religieux, à ces personnes de différentes religions et ethnies et communautaires et tout, qu'ils sont en fait du même peuple, et surtout pour promouvoir aussi la tolérance au sein de cette population. Alors, notre association contribue à promouvoir la cohésion sociale, la coexistence pacifique, le dialogue aussi interreligieux entre ces différents groupes-là. Et nous faisons des activités, nous menons des activités de formation et des activités, des conférences au niveau des établissements scolaires et universitaires, également des théâtres forats. Et nous menons également des journées de sensibilisation et des déclarations dans la presse. Ok. Donc c'est vraiment des activités qui vont au contact du peuple, de la population à la base, pour promouvoir la cohésion sociale. Je suppose que ce soit le théâtre, que ce soit donc les communications auprès des jeunes, ce sont des thèmes en lien avec la tolérance. Exactement, oui. Okay. Alors, quelles sont les grandes valeurs que vous défendez au sein de l'association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire? Voilà. Les grandes valeurs que nous promettons, c'est le respect de la diversité, et la transparence, l'égalité du genre et le professionnalisme. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que le professionnalisme vient faire d'accord. Pour aller au contact des populations,
Et il y a des choses, puisque nous disons de ne pas, par la suite on parlera de ça, et nous sommes un peu contre les violences verbales au niveau des réseaux sociaux. Donc il faut être professionnel pour soi-même ne pas déraper en fait. Bien sûr. Voilà. Alors, c'est cette année d'existence de votre association. En cette année, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être les grandes activités ou les activités que vous menez régulièrement? Oui, bon, je dirais les activités, on en parlera après, mais il faut dire que durant cette année d'existence, il y a eu des grands projets que l'association a quand même piloté. Alors, il faut dire que nous avons piloté le projet et dialogue pour la justice et la sécurité. Il y a le projet également droits humains et accès à la justice au Burkina Faso. Il y a le projet Freedom of Religion Belief et également le projet Espace Civique. D'accord, on reviendra sur le projet Espace Physique puisque justement l'atelier portait sur ça. Maintenant, pour ces 3 autres projets que vous avez cités, généralement, ça consistait à quoi? Bon, les 3 projets, comme vous le savez, notre objectif, c'est de promouvoir la tolérance religieuse, le dialogue intercommunautaire. C'est d'aller vers la population cible parce que nous couvrons un peu les 3 régions du Burkina Faso pour mener des actions de sensibilisation aux côtés de la population, interpeller les gens sur les dangers même de l'intolérance religieuse, la coexistence pacifique et le dialogue intercommunautaire. Voilà. Ok. Maintenant, la semaine dernière, parlons de l'autre projet, Espace Civique. La semaine dernière, du moins, vous aviez un atelier de formation dans le cadre de ce projet Espace Physique. Parlez-nous de ce projet. Alors, le projet Espace Civique est un projet au niveau du Burkina Faso piloté par DECAF. DECAF, c'est le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Alors, ce projet-là, DECAF est en consortium avec 7 autres associations au niveau national. Alors, il faut dire que ce projet va en droite ligne donc avec le pilier 4 du plan d'action pour la stabilisation et le développement PASD. Alors qui œuvre donc à la réconciliation et à la cohésion sociale. Et dans ce projet, ATDI travaille justement à promouvoir le civisme et le dialogue et l'engagement citoyen tout en bannissant la violence verbale et les discours de haine sur les réseaux sociaux. Et comment ça va se matérialiser tout ça? Alors, c'est la mise en œuvre. Déjà, nous avons élaboré un plan, une planification avec des activités, un chronogramme d'activités bien élaboré que nous mettons en œuvre depuis 2024, juillet 2024, et ça se poursuit. Et donc, l'activité qui vient de se passer s'inscrit justement dans ce chronogramme d'activité. Peut-être un rappel, qu'est-ce que vous avez fait en 2024 ou depuis 2024 avant l'atelier? Après, on parlera de la suite. Alors, en 2024, d'abord, nous avons fait le lancement de notre activité, de nos activités, pardon. Ensuite, nous avons formé et tous ceux qui interviennent au niveau du projet parce que nous couvrons les 13 régions du Burkina Faso et il y a des cellules dans certaines régions, il y a des points focaux. Donc nous avons rassemblé tous ces intervenants à Bobo et nous avons fait une formation de 2 jours. Ensuite nous avons fait notre première conférence à Bobo. Et après, nous sommes allés à Waïguya rencontrer les leaders coutumiers traditionnels et religieux. Voilà. Et nous venons justement de terminer une autre activité de formation, voilà, en matière de plaidoyer et d'animation de groupe. Et dans ce projet Espace Civique, qui sont les intervenants ou les participants que vous associez? Oui, les parties prenantes dans le cadre de ce projet, ce sont les leaders coutumiers
religieux, traditionnels, il y a les organisations de la société civile, il y a les groupes de femmes, les associations des jeunes. Ok, donc voilà. Formation, rencontre. Oui. Est-ce que il y a peut-être aussi vous organisez peut-être des rencontres où on retrouve notamment ces parties prenantes pour des communications? Oui, pour les communications, nous faisons surtout appel à des experts. Okay. Voilà. Et pour cette activité que nous venons de terminer, les 28 et les 29, nous avons fait appel à des formateurs talentueux pour justement mettre à la disposition du public de 10 OST, les membres de 10 OST partenaires, voilà, les techniques et les outils en matière de plaidoyer et d'animation de groupe. Je pense que cette activité s'est très bien passée et je pense que les connaissances mises à la disposition de ce public leur permettra aussi au niveau de leur groupe de mener à bien des plaidoyers et aussi des animations de groupe. Après la formation de cette dizaine d'OSC en technique d'animation et de plaidoyer, de retour dans leur base, en principe, qu'est-ce que vous attendez de ces associations? Nous attendions d'eux également qu'ils mènent des actions de sensibilisation dans le sens de contribuer efficacement à la cohésion sociale au Burkina Faso. Voilà, c'est ce que nous attendons donc de nos OSC partenaires. Alors, vous avez dit que est-ce que pour Espace Civique aussi ça concerne toutes les 13 régions? Oui. Ok. Le projet Espace Civique concerne les 13 régions. Je vous avais dit tantôt qu'on a été à Bobo, à Waïguya. Voilà, à l'avenir, nous envisageons aller au Sahel, à Dori, et à Gawa, à Fada, à Dédougou, à Tenkodougou, à Manga. Voilà un peu. Et pour ces localités, c'est à peu près les mêmes activités? Non, dans ces localités, les activités diverses. Par exemple, à Fada, nous allons mener une émission radiophonique et en plus d'un théâtre forum. À Dori, par exemple, c'est un théâtre forum qui va sensibiliser la population. Et à Ouagadougou, on reviendra aussi pour mener une conférence dans les établissements publics universitaires. Est-ce que pour ce projet-là, vous avez un thème central et après vous dispatchez pour les activités? Le thème central s'inscrit même dans l'objectif éducation à la cohésion sociale et à la citoyenneté au sein des leaders, des acteurs religieux coutumiers et des 13 régions du Burkina Faso. D'accord, c'est l'objectif global de l'Espace Civique. Voilà. Ok. Est-ce que pour ce projet, depuis la mise en œuvre, vous avez des retours de l'impact depuis 2024? Ça doit aller jusqu'à quand? Et la fin du projet, c'est en novembre 2025. 25, oui. Ok. Donc, voilà. Il nous reste encore beaucoup d'activités. Voilà. Pour l'instant, ce qui nous revient sur place, c'est que les gens épousent, ils apprécient l'initiative et ils nous promettent vraiment de faire un travail au sein de leurs associations. Je pense qu'à mi-parcours, on pourra avoir justement le retour. D'accord, donc on va dire qu'il y a beaucoup d'OSC qui sont aussi intéressés. Oui, on a beaucoup d'OSC partenaires. Ok, et on voit à l'image bien sûr les images de l'atelier qui s'est tenu à Ouagadougou. Je pense que c'était au niveau de la maison de la femme de Ouagadougou. C'était le week-end dernier. Et pour toujours continuer en ce qui concerne votre projet aujourd'hui, est-ce que à la fin, quelles sont vos attentes de ce projet? Bon, nous attendions, en tout cas à la fin de ce projet, qu'il y ait plus de cohésion, d'acceptation, que les Burkinabés s'acceptent mutuellement, malgré nos différences. Voilà. Que nos différences-là ne soient pas une source de division, mais plutôt une richesse pour nous, pour une cohésion sociale harmonieuse dans notre pays. C'est ce que nous attendons. Parce qu'à travers ce que nous menons, nous comptons en tout cas, nous espérons que les Burkinabés comprendront
Voilà, et l'inquiétude que nous posons par rapport justement à cette intolérance religieuse. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci à vous d'être passé. On a terminé notre entretien. Quel serait votre mot de fin? Oui, mon mot de fin, bon, c'est d'inviter tous les fils et filles du Burkina Faso à s'unir. Voilà, à s'unir parce qu'on dit l'union fait la force. Comme je le disais, nous avons une panoplie d'ethnies ici, il y a beaucoup de religions, que nous puissions exploiter justement cette diversité-là, transformer cette diversité en une richesse et éviter, et surtout s'asseoir quand il y a des problèmes pour dialoguer. Parce qu'autour de la table, on arrive toujours à un consensus. Bien sûr. Voilà. Merci à vous d'être passé. Merci. Je rappelle que Madame Adjara Drabo est membre de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire, ATRDI. Elle est chargée du suivi et évaluation dans le cadre du projet Espace civique. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci à vous. Merci bien. On marque une petite pause et puis on revient. Alors, nous sommes ravis de passer à la rubrique Questions de droit aujourd'hui et ravis de retrouver Maître Abdourahim Sawadogo. Donc, il est membre de l'association Juristes sans frontières. Bonjour Maître. Bonjour Abzeta. Bienvenue. Merci beaucoup. Comme on a l'habitude de le dire, ça fait 2 jours. Ouais, ça c'est vrai. Mais je suis là et c'est l'essentiel. D'accord. Je ne sais pas si le titre a changé, mais vous êtes greffier en chef de profession. C'est ça. Ok. Voilà. Donc je rappelle toujours. Alors, on parle du régime matrimonial aujourd'hui. C'est bien hein, pour ceux qui veulent se marier, ceux qui sont déjà mariés, de pouvoir avoir ces informations sur le régime matrimonial avant de s'y aventurer. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par régime matrimonial, Maître? Alors, Abzeta, pour d'abord situer le contexte, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont nous comprendre. C'est ça. Il y en a qui ne vont pas nous comprendre. Vous savez, lorsque 2 personnes décident d'aller vers le mariage, c'est-à-dire on suppose qu'il y a l'amour et tout ça, tout ce préalable est déjà fait, et ils décident d'aller vers le mariage, il y a un certain nombre de préalables à accomplir avant de rentrer dans le mariage. C'est ça. Et cette question est tellement importante. L'institution du mariage est tellement importante que le législateur lui-même a pris le soin de l'encadrer par certaines règles. Et on ne se marie pas parce qu'on s'aime simplement. Il y a des questions d'âge, il y a des questions de forme, il y a des questions de fond. Et donc, au regard de l'importance que revêt la question du mariage, le législateur l'a encadré par certaines règles. Et entre autres règles, c'est la question du régime matrimonial. D'accord. Voilà. C'est une étape qu'il faut franchir et c'est un contenu à éclater pour pouvoir le résoudre. Le régime matrimonial, c'est simplement l'ensemble des règles que la loi a fixées ou que les futurs époux auront fixées pour régir la question, la question de leurs biens. Quand j'entends par bien la question de tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent des époux. Je veux le dire comme ça, en termes simples, pour que les uns et les autres puissent me comprendre. Donc, argent et bien. Argent et bien. Il y a également la question des dettes qui doit être, parce qu'on parle de patrimoine. Vous savez, quand 2 personnes se marient, chacun vient avec son patrimoine, et très souvent il y a une confusion de patrimoine pendant la communauté, pendant le mariage. Voilà. Donc c'est cette confusion-là que la loi intervient pour régler, éventuellement après le mariage, mais aussi durant le mariage. Voilà, parce que bon, chez nous, ce n'est pas un tabou qu'il y a la période, il peut y avoir la période après mariage. Donc c'est l'ensemble des règles qui régit cette matière-là. D'accord. Donc c'est essentiellement ça, la question du régime matrimonial. C'est les règles que la loi a prévues ou que les époux auront prévues. Maintenant, on se demande comment on s'organise pour bien faire le choix du régime matrimonial. Est-ce que les époux doivent décider ensemble, discuter, et puis, mais comment ils peuvent faire aussi pour opérer un bon choix du régime? Alors, d'abord, je vais décliner ce que la loi a prévu en la matière. La loi a prévu 3 types de régimes. Et ces régimes-là, ces régimes matrimoniaux doivent être choisis en fonction de la situation de chacun. Il n'y a pas de régime tout fait ou standard pour ceux-là
et un autre régime pour, pour d'autres personnes. Donc, c'est d'abord le premier type de régime, c'est le régime de droit commun, le régime par défaut. C'est la communauté qui se limite aux acquis, la communauté légale. D'accord. Par communauté légale, il faut entendre simplement que, je vais être très simple, chacun des époux est propriétaire de ce qu'il a apporté dans le mariage. Donc, les biens acquis avant le mariage demeurent la propriété de chacun. Chacun demeure propriétaire de ce qu'il a apporté ou de ce qu'il a acquis avant le mariage. Maintenant, dans le mariage, tout ce qui est acquis pendant le mariage ou durant le mariage tombe dans la communauté. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça la communauté qui se limite aux acquis. Donc, ce que j'ai eu avant mon mariage demeure pour moi, mais ce que j'aurais obtenu, parce que j'aurais obtenu, il faut entendre les gains et salaires, il faut entendre tout type de biens obtenus pendant le mariage. Maison, voiture. Tout type de biens, tout type de biens. Par présomption, tous les biens tombent dans la communauté, sauf si l'un des époux apporte en tout cas la preuve que le bien est propre. Et il faudrait vraiment prouver. Même les économies. Même les économies issues des fruits des biens propres. Même ces économies-là tombent dans la communauté. Donc tout ce qui est bien acquis pendant la communauté tombe dans la communauté par présomption. Il faudrait que pour faire la preuve contraire, il faudrait donc apporter un justificatif quelconque qui prouve que le bien est propre. Donc ça, c'est le premier type de régime matrimonial. Le second type, c'est la séparation de biens. Voilà, la séparation de biens tout simplement. Là, chacun demeure propriétaire de ce qu'il a apporté. Dans le mariage, ce que chacun lutte pour chercher demeure pour lui. Donc, il n'y a vraiment pas de dérangement à ce niveau-là. Chacun demeure propriétaire de ses biens. Et ce régime-là est applicable d'office au polygame. Quand on a un couple polygamique, d'office, c'est la séparation de biens. Parce qu'on peut envisager que l'homme et la femme puissent avoir une communauté, mais on ne peut pas envisager une communauté entre plusieurs épouses et un époux. Donc la loi a prévu que lorsqu'on décide d'aller vers la polygamie, c'est le régime de la séparation qui va donc s'appliquer. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la communauté universelle. Hein. Ça, c'est pour ceux qui sont fous amoureux. Tout ce qui est obtenu avant le mariage tombe dans la communauté. Même ce qui est obtenu pendant le mariage, tout tombe dans la communauté. Ça, c'est pour les fous amoureux. Mais le législateur a prévu autre chose. Il s'agit du contrat de mariage. Alors, on a estimé qu'en matière de mariage, il y a une liberté qui doit être offerte aux époux. Et au nom de cette liberté matrimoniale-là, le législateur s'est dit qu'il est important de laisser une marge de manœuvre aux époux pour qu'ils puissent aménager à leur guise. La seule limite qu'il faut respecter, c'est les bonnes mœurs et l'ordre public. Voilà, il ne faut pas dépouiller davantage l'autre. Il ne faut pas avoir en tête le patriarcat et tout ça. Donc, il y a vraiment, la seule limite, c'est vraiment les bonnes mœurs et l'ordre public. Sinon, liberté est donnée aux futurs époux, aux époux, de régir la question de leurs biens comme à leur guise. Par un contrat, mais le contrat n'est pas obligatoire. Non, voilà pourquoi je dis c'est une dernière option. Le contrat de mariage n'est pas du tout obligatoire. Et même si vous ne faites pas de choix de régime matrimonial, la loi dit que par défaut, on vous applique la communauté qui se limite aux acquis. La communauté, je rappelle que ça c'est l'option où chacun, on suppose que chacun vient avec un patrimoine, chacun demeure propriétaire de ses biens. Maintenant, ce qui est obtenu dans le mariage va tomber dans la communauté. Donc ça, c'est le régime le moins grave et c'est ce qui est appliqué par Et c'est ce que nous, on a l'habitude d'appeler communément communauté des biens. C'est ça. Parce que, bon, c'est aujourd'hui même que certains d'entre nous vont apprendre que c'est jusqu'à trois types que vous nous avez exposés ici. Parce que nous, on dit séparation de biens, communauté des biens. Alors que même dans la communauté des biens, là, il y a le légal et puis l'universel où vous dites que vraiment... Il y a la communauté universelle également. Ah oui. Pour les passionnés. Les passionnés. Ça, c'est bien. C'est un choix, maître. On peut décider de partager son héritage avec son bien-aimé ou sa bien-aimée. Pourquoi pas. D'accord. Donc, pour opérer le choix, il faut avoir la bonne information pour pouvoir
opté. Et justement, quels sont peut-être aussi les conseils que vous donnerez, ou vous recommanderez à quelqu'un qui veut entrer dans un mariage pour faire un bon choix du régime matrimonial? Alors, il faut d'abord connaître ce que j'ai décliné. Moi, j'allais dire en termes simples, c'est de voir un professionnel qui va vous conseiller, qui va vous donner des conseils adaptés à votre situation. C'est très important. Mais je peux d'office décliner un certain nombre de conseils voilà, à l'usage des époux. C'est d'abord de prendre, pour ceux qui sont burkinabés en tout cas, voilà, pour ceux qui sont au Burkina, très souvent ils peuvent avoir les bonnes informations sur ce que la loi prévoit, sur ce que la loi dit en la matière. Les 3 types de régimes que j'ai déclinés, et puis en plus le contrat de mariage, c'est-à-dire si vous n'êtes pas satisfait de ce que la loi a prévu, vous pouvez aller vers le contrat de mariage. Et puis là vraiment, c'est vous qui décidez. C'est vraiment vous qui décidez. Vous n'êtes même pas tenu de faire en fonction de ce que la loi prévoit. Voilà. Il y a même la communauté conventionnelle. Et puis, ça, vous prenez la communauté que la loi a prévue là. Et puis vous dites, bon, tel aspect ne nous convient pas. Et donc, on enlève, tel autre aspect nous convient et on l'ajoute. Voilà, donc on réaménage ce que la loi a prévu en fonction de votre situation. Pour ceux qui ne sont pas au Burkina Faso et qui vont se marier ailleurs, par exemple, dans un autre pays, c'est de prendre le soin de connaître ce que la loi dit en matière de mariage dans cet état-là. C'est très important parce que les exemples font légion. Les gens se marient dans la fougue de l'amour et puis après, au moment du divorce, on se rend compte que on est vraiment mal en point. On se retrouve dans le pétrin, comme on dit, et le taux se resserre et on n'a pas le choix. Ce que la loi dit, ça doit s'appliquer parce que force doit rester à la loi. Donc, vous voyez qu'il y a des footballeurs et tout ça, ce n'est pas un secret, hein, ça se retrouve un peu partout. Je l'ai même lu sur la toile. Il y a un joueur ivoirien qui s'est marié avec une européenne, Emmanuel Eboué, je crois. Et au moment de son divorce, il est sorti très affaibli financièrement. Très affaibli. Et donc, les gens peuvent faire des... Vous pouvez être dans la fougue de l'amour, mais les gens derrière, ils ont leur petit... Ils restent sereins, comme on dit. Et ils ont leurs petits calculs qu'ils font. Et en ce moment, vous sortez désillusionné du mariage. C'est ça. Désenchanté du mariage. Et ça, ce n'est pas bon. Pourtant, le mariage, nous le savons, c'est une chose sacrée. C'est une chose qui est très bien pour tout le monde. Et tout le monde a vocation à aller vers le mariage, d'ailleurs. Voilà. Donc, il faut prendre le soin de se renseigner sur ce que la loi dit dans chaque État. Vous êtes aux États-Unis, vous voulez vous marier, voyez ce que la loi dit en matière de mariage, ce que la loi a prévu comme régime matrimonial et faites votre choix. Idéalement, je sais que la plupart des États ont prévu le contrat de mariage. Donc, idéalement, allez vers le contrat de mariage. Ça, vraiment, durant le mariage, voici comment on va gérer la question de nos biens. Après le mariage, éventuellement, voici comment la matière de nos biens sera gérée. Là, vous décidez. Et une fois que les mésententes commencent à venir, on a déjà tout prévu. C'est ça. Le divorce est là. Le juge même ne peut que prendre acte de votre contrat de mariage. Donc, on a déjà tout prévu. Le divorce est prononcé. On prend notre contrat de mariage et on l'exécute. Apparemment, le contrat de mariage n'est pas mal. Pas du tout. N'est pas mal à ce point. Hein, parce que nous, quand on entend, on parle de durée de mariage aussi qu'on peut mettre dans le contrat. On a peur et tout. Ah non, il y a le mariage selon les Européens. Mais ici, je ne pense pas qu'il y ait de question de durée. C'est ça, ok. On est censé se marier pour le restant de notre vie. Hein, sauf exception. Voilà, et l'exception, c'est le mariage. Voilà pourquoi j'ai dit, le législateur burkinabé a prévu qu'il y ait une certaine liberté matrimoniale. Et la liberté, c'est de se marier librement, avec qui on veut, quand on veut, en respectant bien sûr ce que la loi a prévu. La liberté, c'est aussi de pouvoir partir quand on a envie de partir. Voilà, quand il y a des mésententes et tout ça, la loi même a prévu des causes de divorce. Et donc, quand on ne veut plus rester dans le mariage à un moment donné, on est libre de partir. Maintenant, comment partir? Il faut très bien partir. Parce que la vie ne finit pas après le mariage, la vie va continuer. Vous allez certainement refaire votre vie. Donc, il est important que vous sortez bien renforcé
et puis pouvoir continuer votre vie sereinement. On a noté vos conseils pour ceux qui se retrouveraient à l'étranger de bien s'informer sur les textes de ce pays-là avant le mariage. Mais j'aimerais bien qu'on prenne des cas au Burkina pour revenir à notre contexte. Quels sont les conseils que vous donnerez, par exemple, à un couple qui est de businessman et de businesswoman qui sont vraiment dans des affaires, voilà, pour le choix de leur régime matrimonial? Alors, pour un couple où la femme est femme d'affaires, comme voilà, on dit, l'homme est homme d'affaires ou commerçant, il n'y a pas mille façons de réfléchir. Hein. Soit, s'ils n'ont pas... bon, s'ils veulent, ils peuvent aller vers la séparation des biens. C'est tout simple. Chacun gère librement ses biens. C'est tout simple, c'est pas compliqué. Vous dites à l'inscription du mariage, ils vont vous demander quel est votre régime matrimonial. Vous direz simplement à l'officier d'état civil que vous choisissez la séparation des biens. C'est aussi simple que ça. À défaut, c'est d'aller vers un contrat de mariage. Où vous allez prévoir, dans le contrat de mariage par exemple, vous pouvez prévoir que à la fin du mois, chacun réserve... on ne peut pas entrer dans les montants, mais on peut se dire que chacun réserve 20%, 30%, 40% de ses revenus pour les charges de la famille. Parce que même dans la séparation de biens, il y a une petite communauté, puisque vous avez l'obligation de contribuer aux charges du ménage. La question de l'éducation des enfants, les charges du ménage, les charges quotidiennes du ménage, vous avez l'obligation de les assumer communément. Donc, il y a une petite communauté quand même qui ne dit pas son nom. Et après avoir disposé de cette communauté-là, chacun est libre de disposer de ses biens, comme on le dit. Donc, pour un couple de businessmen, c'est vraiment d'aller soit vers le contrat de mariage, c'est l'idéal, ou bien aller simplement vers la séparation de biens. Et de fonctionnaires maintenant. Voilà. Un couple de fonctionnaires. Pour un couple de fonctionnaires, on se marie en tant que fonctionnaire, mais dans l'avenir, tout pourrait arriver. On pourrait se lancer dans les affaires. C'est d'ailleurs ce que les uns et les autres encouragent actuellement. C'est d'aller vers les investissements, vers l'agriculture, vers l'élevage et tout ça. Et on suppose que quand vous vous lancez dans ça, vous allez prendre des engagements auprès de certaines institutions financières ou en tout cas auprès de certaines personnes morales. Et ces engagements-là peuvent entamer votre communauté, si vous êtes investi dans une communauté. Donc c'est d'aller d'office vers un contrat de mariage ou bien vers une communauté conventionnelle. Mais ce que je vais rappeler, c'est que même pour ceux actuellement qui sont déjà mariés, ou pour ceux qui estiment avoir fait un mauvais choix de régime matrimonial, ou bien encore pour ceux dont la situation a changé. Parce que moi, je me suis peut-être marié sous le régime de communauté de biens, communauté légale, et après, ma situation a changé. Après, je rentre dans les affaires, et pour sécuriser ma famille et moi-même, donc, je décide d'aller vers la modification du régime matrimonial. C'est possible. C'est très possible. Voilà, on peut décider d'aller vers la modification du régime matrimonial. Et voilà pourquoi je dis, renseignez-vous auprès d'un professionnel. Ce n'est pas sorcier. Hein. Les juristes sont légion. Il y a pas mal de juristes un peu partout qu'on peut retrouver. Prenez le soin de vous renseigner. Encore faudrait-il que ce soit un juriste qui est praticien et qui, voilà, parce que bon, on peut être juriste et puis se lancer dans autre chose. Et forcément, chez nous, on dit que quand tu lâches le droit te lâche. Donc, il faut prendre conseil auprès d'un professionnel, d'un praticien, et il saura vous expliquer ce que la loi a prévu. Il saura vous donner des conseils adaptés à votre situation. Moi, je pense que c'est ça le maître mot. Lorsque vous êtes actuellement, vous êtes commerçant, vous êtes homme d'affaires, prenez le soin d'aller vers un professionnel. Ça peut être un notaire, ça peut être, je ne sais pas, actuellement il y a des cabinets de conseil et d'assistance juridique, ça peut être auprès de ces cabinets-là. Il y a des bons professionnels entre eux qui peuvent vous donner des conseils avisés et qui vont vous permettre de prendre une saine décision, de prendre une sage décision, une décision adaptée à votre situation, pour ne vraiment pas avoir de casse-tête après. Voilà. D'accord. Bon, finalement, le régime de communauté universelle est fait pour qui?
C'est comme ce que j'ai dit, c'est fait pour les... Je n'ai pas en mémoire, je n'ai pas d'exemple, hein. Je n'ai pas d'exemple d'application de la communauté universelle. Communauté conventionnelle, ok. Communauté légale, ok. Mais communauté universelle, je n'ai pas d'exemple. Ça reste des cas comme ça qui existent, dans d'autres pays qui existent, mais bon, ici, je n'ai pas d'exemple. Et je voudrais préciser que lorsque vous vous engagez dans la communauté même légale, vous ne disposez pas libre. Moi qui prends mon salaire ou qui prends mes revenus que je perçois, je ne peux même pas en disposer librement. Puisque je suis censé gérer cela avec quelqu'un. Donc il faut qu'on s'asseye et qu'on décide de ce qu'on fait avec moi, mon salaire, ce qu'on fait avec le salaire, elle, son salaire. Donc il faut qu'on décide. J'ai l'habitude de dire, vous n'avez même pas la liberté d'acheter un poulet en rentrant le soir. Bon, il me semble qu'on a signé de fait. Je ne pense pas que beaucoup de couples ne l'appliquent pas. Bien entendu. Normalement. Bien entendu. Mais je voudrais qu'on reste sur la modification. Pour ces couples-là qui ont décidé, vous avez dit qu'il y a la possibilité de modifier son régime matrimonial au cours donc, du mariage. À quelles conditions? Est-ce qu'il y a des conditions requises? Bon, la condition, c'est d'atteindre au moins 2 ans du mariage. Le mariage doit au moins durer 2 ans. Et après ces 2 années-là, vous pouvez venir voir le juge ou bien aller par devant le notaire, lui expliquer au notaire ou au juge que votre situation a changé et vous souhaitez donc changer de régime matrimonial. Le notaire va coucher cela dans une convention que vous allez signer et plus tard faire homologuer cette convention par le juge. Voilà, donc, et ça va acter donc cette décision d'homologation là va acter donc votre nouveau régime matrimonial. Donc c'est pas du tout compliqué. C'est pas compliqué. Voilà. Et je rappelle, ne fouillez pas les notaires. Parce que quand on parle de notaire, les gens pensent qu'il y a des questions d'argent, ça coûte cher. Non, ça ne coûte pas du tout cher. Je ne fais pas la promotion des notaires, mais je sais que il y a des montants, des tarifs adaptés. Les tarifs, c'est d'ailleurs l'État qui les fixe, hein. Que ce soit pour les notaires, que ce soit pour les huissiers. Il y a des actes qui fixent librement les émoluments qu'ils doivent percevoir lors de leur prestation. Et encore est-il possible de négocier. Vous partez voir le notaire, vous lui expliquez, vous voulez quelque chose, et puis il va vous donner le montant. Vous pouvez négocier ce montant-là, parce que dans tous les cas, c'est un humain, il comprend. Bien sûr. Voilà. Donc je pense que c'est d'aller vers les professionnels, ceux qui peuvent vous conseiller utilement, ceux qui peuvent faire des démarches pour vous utilement, pour que vous puissiez au mieux soigner vos intérêts. Alors, maître, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur les avantages et les inconvénients de chaque régime matrimonial? Avantages et inconvénients. Chaque régime a ses avantages, chaque régime a ses inconvénients. C'est comme ce qu'on disait pour des hommes et femmes d'affaires, par exemple. Le régime le mieux conseillé, ce soit le contrat de mariage ou bien la séparation de biens. Voilà. S'ils rentrent dans la communauté, ça ne va pas vraiment les rendre service. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème, mais le droit est proactif, le droit est futuriste. Donc, en droit, lorsqu'on envisage une situation, on envisage la situation et son revers, et forcément, les situations peuvent changer, elles peuvent évoluer. Donc, voilà pourquoi on demande de vraiment prendre l'ampleur de votre situation et de prendre des conseils avisés. C'est pour éviter de perdre des biens. Ça peut être bon. En fait, ça peut être de sortir dépouillé du mariage. Ça peut être le cas, par exemple. Parce que je prends le cas, je vais être vraiment... C'est des questions sensibles dans lesquelles je ne voulais pas rentrer. Mais je prends un exemple. Je prends l'exemple de la femme parce que là, j'aurai moins de problèmes. Une femme qui vient qui a déjà un minimum, qui s'est déjà réalisé en termes d'immeubles, en termes de biens par-ci et par-là, qui se marie avec un homme qui vient de commencer sa vie professionnelle, qui ne s'est pas vraiment réalisé d'abord, et donc ils se mettent ensemble et... en communauté légale Ils se mettent dans la communauté légale. Et le mariage est entamé, ils sont dans le mariage. La femme, par exemple, a un immeuble qui lui rapporte 5 millions le mois. Bon, ce sont des fruits issus de biens propres. Ça tombe dans la communauté. Et lorsque vous faites l'acquisition de d'autres biens, durant le mariage, ça tombe dans la communauté. Et si l'évaluation
du patrimoine de la femme. Le patrimoine de la femme a gonflé entre-temps. Et à un moment donné, les mésententes commencent à pleuvoir et on doit aller vers la séparation. Tout ce qui a été acquis dans la communauté, tout est mis dans la cagnotte et divisé par 2. Waouh! Tout est mis dans la cagnotte. L'héritage que ton papa t'a donné, là, le bâtiment là, qui te rapporte 5 millions par mois, on met non, tout... c'est ce que j'ai dit. Wow. Il y a même des legs, des dons et legs qui tombent dans la communauté, sauf si le don ou le leg a été donné uniquement à l'époux. C'est-à-dire, sauf si son père, en partant, a décidé d'attribuer cela uniquement à sa fille ou à son fils, ça reste le bien propre de son fils ou de sa fille. Mais si c'est donné comme ça, ça tombe dans la communauté. Ah oui, et tout est divisé par 2. Ça ne pardonne pas en fait. Ça ne pardonne pas. Donc il faut vraiment prendre l'ampleur de la situation. Mais pour un couple de fonctionnaires, bon, ça peut passer. Ça peut passer. Ils peuvent vivre leur vie tranquillement et puis bon, ça passe quoi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, maître, pour ce sujet, parce que on a épuisé le temps et puis on a épuisé bien sûr aussi, bon, pas forcément ces sujets, mais pour toute autre question, je pense que vous pouvez aller aussi sur la page Facebook de l'association Juristes sans frontières et voilà, exposer aussi vos préoccupations là-bas. Merci en tout cas, maître, d'être passé. Merci à vous. Merci bien. Je rappelle que maître Abdoulaye Massawadgo est greffier en chef de profession et membre de l'association Juristes sans frontières. C'est notre partenaire de tous les mercredis pour questions de droit. Alors, on s'arrête ici pour la chronique du jour. On s'arrête ici également pour l'émission de ce matin. On se retrouvera, Inch'Allah, demain pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et on se dit que